Pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous ne pas rappeler. Allez mon grand. T'es grand aujourd'hui. T'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast spécial cyclisme sur piste avec la star de la vitesse française, championne du monde il y a 6 mois, c'était en France, à Saint-Quentin en Yvelines. Vous l'avez sûrement reconnu, c'est Mathilde Gros qu'on a l'honneur d'accueillir aujourd'hui pour revenir sur ces 6 mois et la dernière année qui s'est écoulée et aussi regarder ce qui va se passer un petit peu pour l'avenir avec notamment les Jeux Olympiques de Paris qui arrivent d'ici un petit peu plus d'un an à peu près. Eh bien, Mathilde, bonjour et bienvenue dans Chasse Patate. Bonjour, merci beaucoup, je suis très contente d'être ici. Eh bien, nous aussi. Je dis nous parce que je suis avec notre spécialiste piste, cyclisme sur piste, qui, à force d'écumer les vélodromes, eh bien, lui aussi connaît bien la famille Gros. Salut Geoffrey. Salut Mathieu, et merci à Mathilde d'avoir répondu positivement à notre invitation. Avec plaisir. Eh bien voilà, avec tout ça, vous savez le programme. Attention au départ, à Chasse Patate, c'est parti. Alors déjà, Mathilde, première question, déjà comment ça va ? Tu as fait un début d'année assez agité avec les championnats de France qui étaient au tout début janvier, il y a eu les championnats d'Europe, puis après tu étais parti disputer 2 manches de Coupe des Nations à Jakarta en Indonésie et au Caire en Égypte. Maintenant, comment ça va ? Comment ça se passe pour toi ? Eh bien, écoutez, ça va bien. C'est vrai que ça a été un début d'année avec beaucoup de compétitions. On a commencé avec les championnats de France dès le 3 janvier à Roubaix, donc c'était pas forcément évident parce que, c'était un peu sur une période où il y avait les fêtes, où on bougeait, où on devait faire beaucoup de travail. Et en plus, après, 4 semaines après, il y avait les championnats d'Europe, donc voilà, je suis plutôt contente de mon début de saison. Après, une fois que les compétitions étaient faites, on passait à celle d'après. Le but, c'était d'engranger un maximum, de courir le plus possible. Et avant les championnats du monde en août et avant les Jeux. Donc, non, je suis plutôt contente du début de saison. On a pu tous bien travailler. Donc, c'est que du positif pour l'équipe de France. Et puis aussi, il y avait, notamment avec ces participations à la Coupe des Nations à Jakarta et au Caire, l'objectif de marquer le maximum de points pour la qualification olympique. On va quand même préciser que avec la façon dont les quotas olympiques sont attribués, il y aura une formation engagée en vitesse par équipe et 2 places en vitesse individuelle et 2 places en keirin pour les 8 meilleures nations au classement de la vitesse par équipe. Et actuellement, la France est 3e. Donc, par rapport à ça, c'est très bien engagé. Oui, alors c'est vrai que nous, le but, c'est de qualifier la vitesse par équipe et bien sûr de performer également, de rentrer dans les 8 meilleures nations avec aux Europes, on fait 5e, 4e à Jakarta, on fait 5e et après au Caire, on fait 3e. Donc, on est plutôt bien classé. Après, ça va être très important de bien marcher sur les championnats du monde parce que comparé aux précédentes Olympiades, avant, il y avait 2 championnats du monde qui comptaient. Malheureusement, celui de Paris ne va pas compter pour la qualif. Du coup, il n'y aura que celui de Glasgow qui comptera. Donc, il ne faudra pas se rater sur les épreuves par équipe et individuelles. Et après, si tout se passe bien et qu'on est qualifié en par équipe, là, effectivement, on aura 2 quotas en vitesse et 2 quotas en keirin. Voilà, donc tu nous as fait le récapitulatif complet, c'est parfait. C'est ça. Avec en plus, pour la prochaine Olympiade, une équipe de vitesse par équipe qui est vraiment plus développée avec Marie-Divine Kwame et Julie Michaud par rapport à la précédente Olympiade où les performances seules de Mathilde avaient permis d'aligner Coralie Domé sur la vitesse et le keirin alors que c'était plus une spécialiste de l'endurance. Oui, tout à fait. Ça, c'est aussi important d'avoir cette équipe en vitesse par équipe avec donc Marie-Divine Kwame et Julie Michaud. Vous aviez pris la 5e place aux mondiaux à Saint-Quentin en Yvelines il y a 6 mois de cela. Donc c'est une équipe jeune mais
qui est bien en train de progresser, on peut le dire ainsi. On va revenir aussi sur quand même le grand événement de ces 6 derniers mois, c'est Mathilde, ton titre mondial à Saint-Quentin-en-Yvelines en vitesse individuelle. Déjà comme ça, 6 mois après, qu'est-ce que tu en retiens? Bah là, 6 mois après, c'est plus, enfin voilà, c'est quelque chose qui est acté. C'est fait, je l'ai coché. C'est quelque chose, voilà, je sais que j'ai marqué mon nom dans l'histoire par rapport au fait que j'ai gagné cette médaille d'or en vitesse individuelle. Après, bah, je suis passée à l'étape d'après. Ce fut magnifique, intense, incroyable et je pense que j'aurai tout le temps de repenser après Paris à tous ces bons moments. Mais après, enfin, voilà, faut se remettre dedans et c'est quelque chose qu'on pourra plus jamais m'enlever. J'aurais été championne du monde au moins une fois dans ma vie. Maintenant, ce que je cherche, c'est d'être championne olympique. Donc, qu'est-ce que je peux progresser qu'est-ce qui a pas moins marché sur les championnats du monde, sur les championnats d'Europe, sur des coupes des nations. Enfin voilà, c'est analyser le moins bien et pour pouvoir être enfin voilà, la mieux armée au jeu. Après, est-ce que le fait d'avoir été championne du monde en France, ça rajoute quelque chose d'un petit peu plus particulier par rapport au fait que t'aurais pu être championne du monde à l'étranger, sensation différente? Ah, mais moi, pour rien au monde, j'échangerais mon premier titre, même 2 ans plus tôt, même à 20 ans. Non, enfin, perso, le fait d'avoir été championne du monde à la maison, je pense que voilà, de toute façon, je crois un peu au destin, ça devait arriver à ce moment-là et c'était juste incroyable. Ouais, ça fera partie des plus beaux jours de ma vie, je pense. Et parce que le fait que, enfin, c'était à la maison, il y avait tellement d'ambiance, tellement du public français. Des amis à moi sont venus me voir, enfin des sportifs de haut niveau dans d'autres disciplines, ma famille, mes amis, enfin bref, c'était juste incroyable, c'était un rêve éveillé et ça, je l'oublierai jamais. Et c'est sûr que j'en suis sûre, si ça avait été dans un pays étranger, jamais ça aurait été aussi intense et ça m'aurait aussi marqué, quoi. Geoffrey, tu confirmes en tant que spectateur, l'ambiance était folle? Alors, je confirme que dans les vélodromes, le public qui est présent, il y a quelques personnes très assidues qui vont dans un maximum de vélodromes. J'en fais partie, j'essaie de mettre un drapeau bleu, blanc, rouge autant que possible à droite, à Ouais. gauche, mais voilà quoi. Les Allemands quand ils gagnent au vélodrome de Berlin, les Néerlandais quand ils gagnent au vélodrome d'Apeldoorn, les Britanniques quand ils gagnent au vélodrome de Glasgow ou de Londres, c'est un truc qui est particulier. Et là, dire sur les 5000 personnes qu'il y a dans le vélodrome, il y en a 4500 qui sont français, donc ça pousse encore plus, ça galvanise complètement les sportifs, Ouais. et c'est quelque chose de vraiment incroyable. En plus sur le vélodrome où tu t'entraînes la plupart du temps. C'est ça, c'est ma maison, quoi. C'est exactement ça. Je passe plus de temps dans le vélodrome que bah, j'ai vu mes parents sur toute l'année. Donc, c'est clairement ma maison. Donc, c'est pour ça que, en plus, quand on fait des championnats ou des courses à domicile comme ça, enfin voilà, on est chez nous et on n'a pas envie enfin voilà, de se laisser marcher dessus. Donc, c'était juste incroyable. Après, il me semble, en termes de ressenti, je crois que Marie-Divine Kwame avait dit dans une de ses vidéos vlog sur les mondiaux que bah, le fait de faire les mondiaux dans le vélodrome où tu t'entraînes tout le temps, tout le long de l'année, il y a un côté où t'as presque pas l'impression d'être dans les mondiaux. Tu avais cette impression-là aussi? Non, moi pas du tout. J'avais vraiment l'impression, enfin c'était tout l'inverse, même on discutait avec les filles, et c'est vrai qu'on avait des ressentis différents. Pourtant, moi j'allais dans les vestiaires, je m'échauffais jamais centre-piste. Je pense que Geoffrey pourrait le confirmer, on me voyait jamais centre-piste, quoi. Je m'échauffais vraiment à l'abri des regards. Enfin voilà, j'allais me doucher après dans les vestiaires. Donc c'est vrai qu'il y avait ce côté qui aurait très bien pu être un peu en mode ça fait bah, comme si c'était mon quotidien habituel. Mais en fait, donc j'étais dans mon confort. C'était un super confort le fait d'être à la maison parce qu'on a tout sur place, on a nos habitudes. Et à partir du moment où je montais centre-piste, ça y est quoi. Enfin, parce que le vélodrome avait changé, on ne s'asseyait pas au même endroit, il y avait des étrangers, enfin, c'était un peu, on rentrait en zone de guerre quoi. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu et du coup, bah, je me sentais vraiment limite plus que d'habitude quoi, sur des compètes étrangères parce que justement, tu es chez toi, il faut défendre ton territoire.
Et en plus, ça te donne, tu te dis, mais c'est génial, quoi. J'ai ce truc en plus que les autres n'ont pas, et c'est ça qui va faire la différence. Et puis ça peut faire aussi une différence de ressenti énorme, parce que le vélodrome de 50 ans de Yvelines, une piste qui est très large, ce qui fait que quand tu es un peu vraiment proche de la piste, tu vois ces sièges rouges partout autour quand le vélodrome n'est pas vraiment rempli, et ça donne un aspect arène auquel tu as pu peut-être, Mathilde, te conditionner à l'entraînement, et de rentrer dedans quand il est vraiment rempli de monde, ça fait vraiment un truc énorme. Ah, Certains mais c'est vélodromes clair. ont une tribune qui est très haute, et donc ça fait pas le même ressenti. Alors que là, ça fait vraiment un ressenti arène quand on rentre dans Ah, le mais c'est vélodrome. clair. C'est clair, nous, quand on s'entraîne, 99,9% du temps, il n'y a jamais personne, hein. Enfin, vous entendez les mouches voler. Allez, des fois, on a la chance que des écoles passent et que du coup, il y a un peu de bruit dans les tribunes parce qu'il y a peut-être 100 gamins qui regardent et qui sont contents. Mais sinon, on est toujours, toujours tout seul. Donc, un vélodrome vide et un vélodrome type championnat du monde à Saint-Quentin, mais pour moi, c'était clairement un autre vélodrome. Enfin, c'était une ambiance, des repères, des visions différentes, enfin complètement différentes. Et moi, ça m'a permis vraiment d'avoir l'impression que j'étais en compète plus, quoi. C'est vrai que à l'entraînement, là où il y avait le plus de monde, ça devait être quand le vélodrome était un centre de vaccination. C'est ça, tout à fait. C'est exactement ça. Là, il y avait du monde et c'est comme ça que les gens aussi nous ont connus un peu. Enfin, moi, je rencontrais, enfin, du coup, quand on s'arrêtait en attendant à la balustrade certains exercices et que du coup, il y avait des petites mamies qui passaient. Elles me disaient, ah, mais c'est trop bien ce que vous faites et tout. Et c'est comme ça qu'elles ont découvert le cyclisme sur piste. Et c'est vrai que la plupart des gens, c'est ce qu'ils m'ont dit, hein. Ah, mais oui, le vélodrome, là où il y avait le centre de vaccination, je me suis fait vacciner là-bas, j'ai découvert, c'était top. Je me dis, bah, génial, quoi. Tout bonus, c'est vrai que voilà, il y a parfois un peu ce déficit de notoriété, popularité pour la discipline, et le fait d'avoir, voilà, il y avait eu les championnats du monde à Roubaix l'année d'avant, les championnats du monde à 50 ans en Yvelines juste après, et puis on aura les Jeux Olympiques en 2027, oui, il y aura encore les championnats du monde, la multidiscipline en Haute-Savoie, donc ça va renforcer la notoriété, ça va aider à faire connaître encore plus Ah, bah, avec toutes vos ouais, performances. c'est ça, bah, c'est tout ce qu'on espère, hein, pour la discipline parce que moi, là, je pratique le vélo maintenant, ça fait 8 ans. Mais moi, tout ce que j'espère, c'est que même dans 10, 15, 20, 30 ans, ça redevienne un peu comme ça l'était dans les années 2000, quoi. Ça, il y avait une génération exceptionnelle à la fin des années 90 qui avait amené une certaine notoriété sur le cyclisme sur piste. Il y a ASO, enfin, la société qui organise le Tour de France, qui organise une compétition sur piste, qui s'appelle l'Open des Nations à la fin des années 90, au début des années 2000, qui permettait d'avoir des événements populaires Oui, et puis médiatiques en même France. les 6 jours de Grenoble. Ça, avant, tous les meilleurs pistards français, quasi du monde, venaient faire les 6 jours de Grenoble. Malheureusement, ça s'est arrêté. Et là, heureusement, ça reprend cette année d'ailleurs. Donc, c'est cool, quoi. Ça rebooste un peu tout ça, quoi. Mais voilà, faut relancer un petit peu tous ces grands événements. Alors après, tu disais aussi, tu faisais aussi référence au fait que ça fait 8 ans que tu fais du vélo. Par rapport à ça, c'était quoi ton regard avant de venir au vélo? Parce qu'on rappelle que tu viens du basket à la base, hein. Oui, bah après, le vélo, je connaissais absolument pas. Je connaissais que le BMX ou le Tour de France. Sinon, je connaissais pas d'autres disciplines et le VTT. Mais sinon, tout ce qui était les autres disciplines, je connaissais pas du tout. Après, c'est vrai que quand je suis arrivée, j'ai trouvé ça dommage parce que quand on regarde à la télé, ça rend pas du tout pareil que quand on le voit en vrai. Même moi qui avais regardé un peu des vidéos YouTube avant d'arriver pour quand même ne pas être ridicule et savoir un peu ce que c'était le cyclisme sur piste, je m'étais renseignée et c'est vrai qu'en fait, on sous-estime énormément cette discipline. Même le côté technique-tactique, en fait, les gens en général ne se rendent pas compte de la technique et de la tactique que c'est demandé. Et c'est vrai que j'ai vu le sport évoluer, notamment le sport chez les filles aussi, parce que quand je suis arrivée, c'était un peu compliqué. On n'était pas beaucoup, enfin vraiment pas beaucoup. Bon, là, c'est vrai qu'on n'est que trois, mais c'est bien parce que quand je suis arrivée, il y avait 3-4 filles. Et puis après, quand je suis arrivée, c'était juste après Tokyo, donc ça a été la fin
la fin d'une époque aussi chez les filles. Donc là, voilà, tout un peu est reboosté et j'espère que ça continuera dans le bon sens. Pour revenir sur les mondiaux, tu parlais avec un peu ce switch mental à rentrer vraiment dans la compétition comme un peu une arène de guerre. Ce que tu disais, ça m'a beaucoup fait penser à un peu ce combat de regard avec Emma Inze en demi-finale que tu as eu. On en discutait avec Geoffrey, c'est limite une des images les plus marquantes en dehors de ta victoire. Oui, oui, c'est vrai. Bah, ça a commencé à Munich au championnat d'Europe. Ça s'est fait naturellement parce que de toute façon, je pense que quand tu regardes comme ça, si c'est du faux, bah, ça se voit direct. Et bon, c'est compliqué après de le tenir. Mais non, bah, ça a commencé aux Europes et puis après au championnat du monde, c'était la revanche parce qu'aux Europes, elle m'avait battue en finale en 3 manches. Il y avait eu la belle et tout et j'avais perdu pour le titre. Et là, bah, c'était un peu, clairement pour moi, c'était une finale avant l'heure, quoi. C'était un peu la revanche. Et j'étais encore plus déterminée qu'au championnat d'Europe. Mais bon, c'est parce que aussi c'est quelqu'un qui regarde tout le temps ses adversaires. Enfin, si après vous avez vu la finale, je regarde pas Friedrich parce que voilà, elle me regarde pas. Enfin moi, je suis gentille comme personne. Et enfin voilà, c'était juste pour répondre à ça et de montrer aussi que j'étais présente. Mais c'est la seule quasiment du cyclisme qui fait ça et bah, c'est sa manière de faire. Et là, c'était un peu une sorte de revanche par rapport à Munich, quoi. C'est vrai que justement, alors, cette demi-finale par rapport à Emma Inze, tu perds la première manche, puis ensuite tu te rattrapes en remportant la deuxième, puis la belle. Et face à Léa Sophie Friedrich, en finale, victoire en 2 manches sèches. Physiquement, tactiquement, pour toi, ça a été, t'as réussi à parfaitement gérer une fois la première manche passée face à Emma Inze? Je sais pas si j'ai réussi parfaitement et je pense que rien n'est parfait, donc il y a toujours des choses à peaufiner, mais non, bah, j'ai perdu la première manche, je savais pourquoi j'avais perdu, quelle erreur j'avais faite à quel moment précis. Donc sur la deuxième et la troisième, de toute façon, je me disais, voilà, j'ai rien à perdre. Je suis poussée par le public et c'est vrai que je sais pas vraiment comment j'ai fait parce que j'étais clairement en transe de la première manche à la dernière manche contre Friedrich. Donc, voilà, ça s'est fait naturellement dans le sens, ça s'est enchaîné et j'étais vraiment focalisée sur moi et sur mon ressenti. C'est le public qui t'a aidé à te transcender? Ah oui, oui, c'est le public aussi et tout le travail que j'ai fait avec ma préparatrice mentale en amont. Donc, c'est vraiment un travail à l'entraînement avec l'entraîneur. C'est tout un travail qui est fait depuis février 2022. Donc, voilà, c'est pas venu comme ça du jour au lendemain. C'est vraiment un travail important avec le staff autour de moi, quoi. Par rapport au staff et à tout ce qui est amené, le ressenti moi, de l'extérieur en simple spectateur, j'ai l'impression que depuis une grosse année, on va dire, c'est comme s'il y avait un cap qui avait été passé. Auparavant, pour moi, enfin, j'essaie de le dire de façon la plus objective possible, Mathilde Gros, c'était la coureuse qui avait le potentiel pour devenir quelque chose, ce qu'on savait depuis le temps exceptionnel, le triplé que tu fais dans le monde junior et tout ça. Et au championnat d'Europe, j'avais l'impression de ne plus voir la même, notamment la finale face à Emma Inze. Bon, après, c'était des matchs particuliers sur cette piste qui était très, très atypique, mais la manière dont tu as gagné le match en force face à Inze dans la deuxième manche au championnat d'Europe, là, pour moi, je me suis vraiment dit, ouais, c'est sûr qu'elle va faire un truc de très grand très bientôt. Donc, je ne sais pas si toi, comment tu t'as perçu ces derniers mois, ces dernières années, dans la manière dont ça a évolué au sein de l'équipe de France. Bah, après, j'avoue, même au sein de l'équipe de France, il y a eu pas mal de changements. Après, moi, je me suis vraiment focalisée sur moi et après Tokyo, je me suis dit que je voulais plus. Voilà, c'était pas possible pour moi de vivre comme ça parce que de base. Le vélo, je prenais du plaisir et tout à courir, à aller sur les compétitions. Et à la fin, en fait, un peu avant Tokyo, c'était plus du tout pareil. J'avais énormément de pression par tout le monde, par la fédération, par tout le monde. Et par moi-même aussi, je me la mettais beaucoup. Donc à Tokyo, après, quand ça s'est très mal passé, je me suis rendu compte que j'étais toute seule.
que quand ça se passait mal, c'était moi la première qui souffrait énormément, surtout à Tokyo. Enfin, je m'en rappellerai toute ma vie hein, de cette sensation. Je l'oublierai jamais. Et clairement, Félicia Ballanger, elle m'a dit, mais ne l'oublie pas parce que c'est grâce à ça que tu as pu être championne du monde et c'est grâce à ça que tu peux réaliser de grandes choses. Donc, du coup, après Tokyo, je me suis dit, OK, on va arrêter tout ça, quoi, parce que c'est pas possible de continuer là-dedans. Et du coup, à partir de janvier 2022, enfin voilà, j'ai travaillé, j'ai pris une nouvelle préparatrice mentale. On a travaillé sur vraiment le côté plaisir et le côté, voilà, des avant-compétitions, de pas se mettre la pression. Ça m'a fait rire parce que du coup, avant les championnats du monde, on a eu une conférence de presse et là c'était voilà faut performer parce que c'est à la maison, tout le monde avait la pression, la fédé, tout ça et je me disais mais en fait c'est nous qui sommes les premiers en ligne de enfin voilà, c'est nous en fait à la base on est là, c'est nous les athlètes qui pédalons, qui faisons du vélo. Bien sûr que oui, on a tous à cœur de performer, enfin ce serait trop beau, trop magnifique si par exemple tous les athlètes français à Paris aux Jeux étaient médaillés, ce serait enfin on sait que ça va pas être possible. Donc voilà, je me suis dit, mais en fait, juste prends du plaisir. Il y a ta famille, il y a tes amis, souris. Enfin voilà, à un moment donné, tu te donneras tout quand tu seras sur la piste. Et puis voilà, advienne que pourra. Si c'est ton tour, tant mieux. Si c'est pas ton tour, on retournera au charbon et on retravaillera encore et encore. Et c'est vrai que le fait d'avoir cette approche maintenant, notamment, enfin voilà, il y a eu la Coupe du Monde à Glasgow où je gagne le Keirin, alors que purée, j'avais pas gagné de Keirin depuis longtemps. Après, il y a eu Cali où pareil, enfin tout s'est enchaîné et c'est vrai que j'avais cet état de plaisir en fait à chaque fois. Et puis du coup, quand je suis arrivée à Munich, j'ai pas eu peur, je me suis retrouvée parce que j'ai toujours été comme ça, même au basket, c'était toujours celle qui se jette partout, qui arrache les ballons et tout machin. Et du coup, quand je me suis retrouvée face à Inze, en fait, et c'était la première fois que je la rencontrais, ça faut le dire aussi, c'était la première fois que je tombais contre elle en match de vitesse parce que je l'avais jamais rencontrée. Et là, en fait, tu peux pas fuir parce que du coup, la personne te regarde, te dit clairement que voilà, c'est la guerre. Et tout le travail que j'avais fait en amont, ça m'a permis de lui dire, ok, je suis là, quoi. Bon, malheureusement, je perds la belle, mais voilà, du coup, quand je suis arrivée après à Paris, j'avais beaucoup moins de pression que l'année d'avant et tout, alors que c'était à la maison. Et juste, je voulais profiter avec ma famille parce que dans tous les cas, je l'ai vu, que tu gagnes ou que tu perdes, une fois que la compète est finie, voilà, personne n'en parle, c'est fini, on n'en parle plus. Il y aura toujours des gagnants, toujours des perdants. Et puis voilà, et au final, il faut vivre les choses rien que pour soi. Et c'est pour ça que du coup, depuis après Tokyo, c'est grâce à Tokyo clairement que j'ai changé cette vision de voir. Et voilà, après on verra bien pour la suite, mais à chaque fois sur les compétitions, j'essaie de le prendre vraiment comme ça, quoi. J'allais te demander justement si ton titre de championne du monde t'avait libéré. Visiblement, c'est peut-être plus le fait d'avoir pris du recul et travaillé avec cette préparatrice mentale suite au JO de Tokyo qui t'a libéré mentalement et t'a reboosté, redonné de la fraîcheur. C'est clairement ça. Et même si à Paris, imaginons j'aurais pas gagné, c'est pas grave. Moi, je sais que, c'est pas grave, mais ça aurait été encore, j'aurais travaillé différemment. Enfin voilà, même là encore, même si je gagne, il y a toujours des choses à modifier, il y a toujours des choses pour aller plus loin et tout. Voilà, c'est vraiment à partir du moment où j'ai travaillé avec elle que ça m'a libérée. Là, le fait que je sois championne du monde, c'est juste, voilà, c'est coché. Championne du monde, c'est coché. Bien sûr que oui, si je peux le cocher 15 fois, je le coche 15 fois. Mais voilà, c'est coché. Et au moins, parce qu'il y avait pas mal de personnes qui disaient comment ça se fait qu'elle n'est pas encore championne du monde, etc. Mais être championne du monde, c'est être sur le toit du monde et c'est pas beaucoup de personnes quand on regarde même dans les autres disciplines. Donc voilà, c'est pas quelque chose de facile, loin de là. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est coché. Et maintenant, je peux vraiment me focaliser sur les jeux, quoi. Il y avait peut-être aussi une pression d'avoir le regard un peu de l'extérieur, tout le monde qui se dit c'est la nouvelle pépite de la vitesse du sprint féminin, la successeur de Félicia Ballanger. Bon, tu es devenue championne du monde 23 ans après Félicia Ballanger, mais ça peut être aussi un peu dur à porter. Non, moi je trouve que c'est un honneur parce que Félicia Ballanger, pour moi, ça restera la meilleure
Enfin, voilà, quand on voit tout ce qu'elle a fait, pour moi, ça restera la meilleure sprinteuse française. Quand on voit tout, même pas que par rapport à ses titres, mais moi, je vois tout son parcours et tout. Ça n'a pas été facile, elle n'a rien lâché. Enfin, voilà, et après tous les titres qu'elle a remportés, enfin, elle a clairement régné en fait sur le sprint mondial pendant un certain temps. Donc pour moi, c'est clairement un honneur. Enfin voilà, il y avait vraiment. Enfin, pour moi, c'était pas ce genre de pression en fait qui me stressait ou qui m'empêchait d'avancer. C'était une pression différente. C'était à la limite, c'était voilà, avant les Jeux, on me disait, enfin voilà, potentiel médaillable, en mode je dois avoir une médaille parce que je suis une pépite et que j'ai des qualités machin, et qu'on me mettait au même titre qu'un Kevin Mayer ou qu'une Clarissa Abdeniadou, alors que rien à voir. Pour moi, on n'est pas du tout sur le même pied, sur le même piédestal. Ces deux sportifs sont largement, enfin voilà, beaucoup plus expérimentés, avec beaucoup plus de palmarès, etc. Donc en fait, j'avais une pression énorme par rapport à ce niveau-là. Et du coup, pour moi, c'était plus par rapport à ça que j'avais de pression en fait au quotidien, quoi. Après aussi, un autre élément qui a changé un peu dans tout l'entourage de la vitesse, et là qui est pas forcément pas seulement propre à toi, c'est depuis le début de l'année dernière, Grégory Beuger est devenu entraîneur national du sprint. Alors il avait déjà des fonctions, il me semble, un petit peu avant ça, notamment dans la préparation des JO de Tokyo. Est-ce que ça a changé quelque chose dans l'entraînement, la préparation, l'approche des compétitions? Alors avant, il n'était pas du tout dans le staff, hein. Ah Il oui, n'était pardon. pas là même pour la préparation. Oui, j'ai confondu. Il était avec, je crois, que c'était, il entraînait Marie Patouillet qui était dans l'équipe paralympique, il me semble. C'est ça, ouais. Ouais, il entraînait Marie, mais nous, vraiment, enfin voilà, c'était juste un ami qui a été très présent lors des Jeux, mais enfin voilà, sinon, il n'était pas dans le staff. Mais du coup, ouais, il a intégré l'équipe de France comme coach en janvier 2022, et après, il est passé head coach en novembre, un peu après les championnats du monde. Et du coup, ça a apporté ça a apporté un changement particulier, ou c'était juste changer de philosophie d'entraînement qui a pu apporter un nouveau souffle? Oui, bah après, il est arrivé. C'est vrai que c'était la fin de l'ère de Tokyo et nouvelle ère pour Paris. Donc, il a apporté un nouveau souffle à l'équipe de France, des nouvelles manières de s'entraîner. Voilà, du coup, c'est sûr que c'était un plus pour nous, de part aussi du fait qu'il était ancien athlète. Donc, enfin voilà, on était tous très contents, et on espère voilà, que ce soit un vrai plus pour nous à Paris, quoi. Par rapport à ta progression, il y a aussi quelque chose qui peut rentrer en compte, c'est le fait d'avoir, comme tu l'avais évoqué au début, Marie-Divine Kwame et Julie Michaud qui arrivent. Maintenant, vous formez une équipe en vitesse par équipe. Pendant quelque temps, tu étais un peu seul du côté de l'équipe de sprint côté féminin. Là maintenant, avec Marie-Divine Kwame et Julie Michaud, ça aide aussi à progresser, de plus être la seule au plus haut niveau du côté du sprint féminin. Non, mais déjà, même avant, j'avais eu la chance d'être avec Sandy Oui, Claire bien sûr, bien sûr. et même Mélissande Pain à mes tout débuts. Après, je suis basculée avec Sandy, donc j'étais pas vraiment seule, même si entre eux, du coup, quand on a arrêté avec Sandy la vitesse par équipe juste avant Tokyo, c'était un peu compliqué parce que ouais, cette période-là, j'étais toute seule. Et puis là, du coup, les filles sont arrivées. Donc, c'est cool. Ça permet d'avoir déjà une vitesse par équipe, de faire cette épreuve-là. Parce que déjà, c'est une épreuve que j'adorais quand je voyais les garçons et tout. À chaque fois, je me disais, mais j'aimerais bien faire ça aussi parce que c'est top. C'est une épreuve très, très belle. Donc, non, c'est plus que du positif pour moi et pour l'équipe d'avoir voilà cet état d'esprit et ce groupe, et on espère que ça va nous emmener loin pour Paris et pour après, quoi. Au sein de ce trio, une chose qui marque, c'est que parfois dans certaines nations, quand il y a plusieurs coureurs qui sont compétitifs, il y a parfois des guerres d'ego qui peuvent prendre le dessus et ça peut mettre de la tension. Là, j'ai l'impression que du peu que j'ai eu l'occasion de pouvoir en voir, c'est qu'il y avait une forme de rivalité très saine où pendant les courses, ça se fait absolument aucun cadeau.
que ce soit les championnats d'Europe l'année dernière ou les derniers championnats de France où il y avait une course de keirin qui avait été pas mal tendue. Mais indépendamment de ça, il y a une ambiance qui me semble parfaitement saine et qui permet aux trois de se tirer vers le haut, justement, en se tirant la bourre de très bonne manière. Ça paraît ultra prometteur pour la prochaine Olympiade. Non, mais moi, après, c'est vrai que j'ai toujours. Enfin, voilà, pour moi, quelque chose de pas sain, enfin, non merci, dans le sens. Enfin, voilà, moi, je suis pas du tout comme ça. Mon but, enfin, voilà, c'est d'être championne olympique. Donc, je reste focalisée sur moi. Avec les filles, on s'entend très bien. Donc, enfin, voilà, il n'y a pas d'histoire de guerre d'ego ou autre. Et du coup, c'est cool parce que ça permet de nous entraîner. Et ça, c'est plus que positif. Donc, enfin, voilà, maintenant, le but, c'est d'avancer et d'être à fond focus Paris, quoi. De toute façon, vaut mieux que ça se passe bien, vu le temps que vous passez ensemble. Non, mais après, des fois, c'est un peu en fonction des Oui, caractères bien ou sûr. autres. Mais voilà, après, on sait pourquoi on est là. Chacune a son projet perso, on s'entraîne et le but, enfin voilà, c'est de s'entraîner et d'avoir chacune son projet et son envie de bien faire. Et puis dans le trio, on a déjà deux qui ont récupéré un maillot arc-en-ciel, donc c'est bien prometteur. Tout à fait. Oui, avec Marie-Divine Kwame qui avait été championne du monde du 500 mètres pour parfaire ses championnats du monde à domicile à 50 ans en Yvelines. C'était aussi une des belles images. D'ailleurs, toi, est-ce que t'en profites pour leur apporter un petit peu ton expérience maintenant? Bah oui, non, mais on discute tout ensemble et c'est vrai que, enfin voilà, moi je suis là depuis longtemps, mais au final on n'a pas tant d'années d'écart que ça. Donc, enfin voilà, moi je suis très contente qu'elles soient arrivées les deux bah, j'espère qu'on ira le plus loin possible et qu'on ramènera le plus de médailles euh, chacune ou ensemble de notre côté. C'est tout ce que je nous souhaite, c'est tout ce que je leur souhaite et enfin voilà, ça reste un sport très sain. Enfin même quand je regarde même entre nations, enfin voilà, il y a zéro rivalité malsaine. Donc ça, c'est cool et c'est ce qui fait la beauté de notre sport. Par rapport aux compétitions aussi, il y a un élément qui a changé depuis octobre, depuis quelques mois. C'est maintenant que tu cours, en tout cas en vitesse individuelle, avec le maillot de championne du monde. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi d'avoir ce maillot sur les épaules, sur le dos? Bah, je suis juste hyper contente. C'est une très grande fierté et j'en profite vraiment à chaque sortie de compétition d'avoir la chance de porter ce maillot. Donc, c'est que du positif et que du bonheur à chaque fois, quoi. Et le fait d'avoir en plus eu la chance de gagner avec ce maillot dans la Track Champions League à 50 ans en Yvelines, ça devait être un moment particulier pour toi, un gros mois après ton titre dans le monde de l'Euro. Oui, tout à fait. Non, non, c'était que du bonheur. C'était des émotions très riches et intenses et c'était juste ouf aussi parce que, enfin voilà, il y avait ma famille et c'était un très bon moment. Il y avait pas mal de public aussi, donc j'étais vraiment contente que le public soit au rendez-vous et voilà, j'avais juste trop hâte de courir et devant le public avec ce beau maillot et j'ai juste pris énormément de plaisir. Ouais, surtout qu'en plus, sur les 5 manches de vitesse en Ligue des Champions, tu as fait 4 victoires et une deuxième place. Donc le début avec le maillot arc-en-ciel, c'était très 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 difficile de faire mieux. Ouais, non, j'étais très contente du résultat et hormis les victoires, c'était plus le fait de pouvoir courir à chaque fois, de faire des nouvelles manches pour courir, voilà, engranger de l'expérience, engranger des tactiques, etc. Donc c'était juste ouais, une expérience top cette Track Champions League. D'ailleurs aussi, la Ligue des Champions, la Track Champions League, c'est une nouvelle compétition, c'est la deuxième année. Avec le recul de ces deux éditions, tu en penses quoi de ce nouveau format, avec aussi justement ces formats un petit peu atypiques concernant le sprint, avec des matchs à 3 jusqu'à en dehors de la finale, et à chaque fois juste un match simple. Non, mais je trouve que c'est une très belle opportunité pour notre sport d'avoir cette mise en avant et cette mise en lumière sur 4 week-ends d'affilée consécutifs à travers l'Europe. Donc, non, pour nous, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est une très très belle opportunité de faire connaître notre sport, de faire connaître nos disciplines. Et nous, c'est même un super entraînement pour la suite. Donc, que du positif sur cette compétition. Et justement pour la suite, alors
déjà pour 2023, donc l'objectif ça va être les mondiaux qui vont arriver en août. Alors j'ai l'impression que chaque année les programmes, les calendriers sont différents avec à chaque fois des positionnements un petit peu différents. Là pour juste 2023, ça va être quoi la suite pour toi? Bah, ça va être les championnats du monde début août, Glasgow. Donc ça va être l'objectif de l'année. Et puis après, une fois que ça se sera fait, ce sera vraiment focus pour les Jeux l'été d'après, quoi. Donc d'ici les mondiaux, c'est préparation, entraînement, il n'y a pas de compétition prévue au programme? Non, non, il n'y a pas de compète importante. De toute façon, il n'y a plus de Coupe des Nations. Il y avait la dernière Hamilton avant. Donc, du coup, là, enfin voilà, c'est focus Glasgow début août. Avec l'objectif, l'envie de conserver le titre, évidemment. Bah, je dirais pas conserver, non, parce que de toute façon, tout est remis à zéro. Non, c'est d'aller chercher ce maillot. Voilà, parce que de toute façon, quand on arrive, que tu gagné une fois, enfin l'année d'avant, ou que tu gagné 6 fois, bah, à la fin, on arrive, c'est une nouvelle compète, un nouveau jour. Donc, tout est remis à zéro. Donc, moi, je vois plus. Enfin, voilà, j'ai eu de la chance de le gagner l'année dernière. C'est fait, c'est à moi. Et puis maintenant, là, c'est d'aller chercher un nouveau titre, quoi. Et puis il y a 5 ans, sur la même piste de Glasgow, c'est un vélodrome qui doit te rappeler quelques bons souvenirs avec les championnats d'Europe où tu avais gagné le Keirin et une médaille Oui. en vitesse. Tout à fait, ouais. C'était juste après, ouais, 2 ans après la sortie des juniors. Donc, c'était pareil, riche en émotions. Il y avait ma famille dans les tribunes. Donc, c'est clair que de toute façon, c'est un super vélodrome. Et ça, je sais que pour l'ambiance, il y en aura parce que de toute façon, c'est déjà complet. Donc, du coup, je pense que les Anglais, à chaque fois, ils sont géniaux dans les vélodromes. Donc, non, ça va être, je pense, des belles courses, un beau public et plein de sensations top, quoi. Avec aussi justement le fait que ça sera des championnats du monde multidisciplines du cyclisme, il n'y a que le cyclocross qui n'y sera pas. Ça apporte quelque chose de particulier ou pour toi dans la préparation, bon, ça va rester un championnat du monde entre guillemets comme un autre? Non, bah après, enfin nous, la piste, enfin je me rappelle le championnat d'Europe avant, ça avait été aussi, il y avait plusieurs disciplines, mais bon, nous la piste, on reste dans la piste, on peut pas aller voir d'autres compètes parce que de toute façon on n'a pas le temps, il faut qu'on s'entraîne, il y a les courses et tout, donc mais je trouve ça bien dans l'idée de faire ça parce que ça permet bah, à la piste d'être télévisée et de montrer un peu aussi des sports qui le sont moins d'habitude, donc je trouve ça cool et puis c'est surtout aussi qu'il y aura les paras avec nous. Et ça, je trouve ça super parce qu'à chaque fois, ils sont après nous. Donc là, le fait de mélanger aussi les handisports et les valides, c'est cool, quoi. Donc non, ça va être cool. Dans la préparation, ça change rien en soi, mais je trouve pour notre sport, c'est vraiment sympa. Ça permet de plus de visibilité, plus de mise en lumière pour toutes les disciplines. C'est D'ailleurs, justement aussi, les paracyclistes, vous entraînez un petit peu ensemble. Parfois, il y a des créneaux en commun ou il y a seulement sur certaines compétitions? Non, non, bon, on les voit pratiquement jamais. Enfin, on les voit des fois. Bon, on s'entraîne pas sur les mêmes créneaux, mais des fois, il y en a, ils viennent sur Saint-Quentin. Donc voilà, quoi. Et en termes de préparation par rapport au mondiaux à venir, là on va se retrouver à avoir à un an d'écart les championnats du monde puis les Jeux Olympiques quasiment au même moment, alors que bah, pour les dernières Olympiades, il y avait parfois plus d'écart. Bon, alors pour le coup, avec le Covid, il y a eu beaucoup d'écart entre les Jeux de Tokyo et les autres compétitions autour. Est-ce que en termes de préparation, on va dire sur un long cycle, sur une année, sportivement, ça apporte quelque chose Non, non, honnêtement, pour nous, ça change rien. De toute façon, c'est pareil pour tout le monde. De toute façon, ça change tout le temps. Nos calendriers changent chaque année, donc on s'adapte et puis on fait avec. Au final, moi, ça me dérange pas du tout, donc ouais, ça change pas pour nous. Et justement, après les mondiaux de Glasgow, ça sera objectif JO. Ça va être quoi pour ça la marche à suivre? Il y aura les, un peu les étapes intermédiaires avec la Track Champions League, la Coupe des Nations très probablement aussi. Ça va être quoi ton programme, ton cheminement avant Paris 2024? Bah, je vous avoue, je sais pas. Faudra, enfin voilà, j'y pense pas tout de suite parce qu'avant il y a des courses. Enfin avant voilà, il y a Glasgow et ça c'est pas mon rôle, c'est l'entraîneur qui va planifier tout ça et puis on verra vraiment les étapes les unes après les autres.
Et donc, les JO 2024, t'as déjà des ambitions, des objectifs, ou c'est encore trop loin et tu verras ça après les mondiaux? Non, ben, j'ai envie d'être championne olympique. Je pense que n'importe quel athlète, déjà même avant Tokyo, hein, c'est le but de chaque athlète. Et puis même après Paris, enfin, voilà, si je vais à Los Angeles en 2028, ce sera l'objectif. Je pense que chaque athlète a ça comme objectif. Donc j'ai ça dans un coin de ma tête et je continue à m'entraîner pour. Geoffrey? Quand tu évoquais la suite du programme, je pense que même si c'est pas prévu dans le détail, il y aura début 2024, comme pour cette année, 3 manches de Coupe des Nations et les 2 meilleurs résultats sur 3 participeront au quota de qualification olympique. Il y aura les championnats d'Europe en février aux Pays-Bas qui seront qualificatifs également pour les JO. Donc, il peut supposer que l'équipe de France aura envie de fignoler, on va dire, la place qualificative, sachant que l'équipe de France de vitesse côté féminin, mais aussi côté masculin et les équipes d'endurance côté masculin et féminin sont en très bonne posture pour récupérer le maximum de quotas pour le moment. Bah, très bien, voilà pour un petit peu le plan et la suite. En tout cas, bon, on a bien compris que premier objectif, c'est les mondiaux Glasgow avec, pour toi Mathilde, l'objectif d'aller chercher un nouveau titre de championne du monde. J'ai pas dit d'aller conserver mon titre. J'ai bien saisi la différence. Parfait. Bon, et du coup là, sur les prochains jours, ça va être quoi? C'est reprendre l'entraînement. Il me semble que tu reviens de vacances après avoir coupé après la manche de Coupe des Nations du Caire. Oui, bah, ça fait longtemps que j'ai repris déjà, hein. J'avais fait que 15 jours après le Caire. Donc là, c'est entraînement à fond et à fond. Très bien. Eh bien, on va te souhaiter un bon entraînement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter l'autre? Bah, que je prenne plein de plaisir sur la piste et avec ma famille. Voilà, que tu puisses avoir un peu de temps pour profiter dans le sud de la France, hein, entre Saint-Quentin, Yvelines et Aix-en-Provence, je crois par là, c'est pas peut-être pas forcément toujours facile de revenir régulièrement, comme c'est pas à Non, mais côté. j'essaye dès que je peux, quoi. C'est important de pouvoir se ressourcer en famille, hein, bien sûr, évidemment. Et ben voilà, en tout cas, donc avec tout ça, on va arriver à la fin de ce podcast. Merci beaucoup, Mathilde Gros. On va rappeler. Hein. Avec plaisir. On va rappeler ton palmarès, championne du monde de vitesse individuelle à Saint-Quentin en Yvelines en 2022 et aussi avant cela double championne d'Europe du keirin à Glasgow en 2018 et à Apeldoorn en 2019. Donc prochain objectif, les mondiaux à Glasgow qui arriveront d'ici août, avec également, on n'oublie pas les Jeux Olympiques de Paris en 2024, qui seront 12 mois en suivant à peu près ces mondiaux. Merci beaucoup Mathilde pour avoir été avec nous dans Chasse Patate pour ce podcast. Avec plaisir, merci à vous. Et merci beaucoup à Geoffrey aussi qui était en ma compagnie pour avoir apporté son petit œil d'analyste, de spécialiste de la piste. Merci Mathieu. Moi, comme petit mot de fin, j'invitais tous les auditeurs à aller dans les vélodromes s'ils n'ont pas eu l'occasion, d'aller voir des compétitions, même si c'est un petit vélodrome du coin, que c'est une compétition de junior ou autre. L'ambiance des vélodromes et la qualité du spectacle est toujours au rendez-vous. N'importe qui aime le vélo aimera le cyclisme sur piste s'il a l'occasion d'aller dans un vélodrome. Et même des personnes qui n'aiment pas spécialement le vélo général. J'ai essayé d'amener ma compagne à des courses sur route, à des cyclocross, à des vélodromes. Rester à la télé à voir les mecs pédaler pendant 4 heures où il ne se passe pas nécessairement grand-chose, elle n'a jamais accroché. En revanche, dans les vélodromes, c'est un spectacle qu'elle a toujours adoré. Et du coup, on fait les déplacements ensemble à chaque fois. Et merci à vous. Merci à vous. À chaque fois, on vous voit et c'est top. Merci à vous de nous soutenir un peu partout dans le monde, quoi. Merci Mathilde. Et c'est ça, c'est important d'avoir des supporters et de venir suivre le cyclisme sur piste. C'est toujours une sacrée ambiance et du sacré spectacle. Et c'est pour ça, si vous avez l'occasion d'aller dans des vélodromes à très haut niveau, vous aurez l'occasion de croiser toute une petite troupe avec plein de petits chats de peau blanc. C'est la famille de Mathilde Gros. Et l'ambiance dans les vélodromes, c'est excellent. Mais si vous avez l'occasion d'assister à des championnats du monde, des championnats d'Europe, juste à côté d'Hélène, la mamie de Mathilde Gros, c'est un vrai plus. Ah, c'est top, merci. Et un bisou, si jamais il y en a qui se retrouvent à nous écouter, à toute la famille Gros, bien sûr.
Ah, je savais que tu voulais faire un petit coucou à la famille de Mathilde qui est très présente, et puis c'est ça aussi qui est bien avec le cyclisme sur piste, les vélodromes, ça ajoute toute cette ambiance. Donc, écoutez. Mais c'est ça, c'est que dans les vélodromes, on a l'occasion de côtoyer les champions qui viennent entre des courses et tout ça, quoi. Je veux dire, n'importe quel gamin qui adore le Tour de France, il va vouloir aller voir une étape à l'Alpe d'Huez, il n'aura pas l'occasion de croiser Tadej Pogačar ou n'importe qui d'autre après, quoi. Ou alors un dixième de seconde, tellement ça va vite. C'est ça, mais alors que on va dans les vélodromes, on a l'occasion de côtoyer les plus grands champions. Ben voilà, donc s'il ne fallait rester qu'un message pour conclure, allez voir du cyclisme sur piste, allez dans les vélodromes s'il y a des compétitions près de chez vous, ça vaudra toujours le coup, quoi qu'il arrive. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce podcast spécial avec Mathilde Gros, la championne du monde de vitesse individuelle. Pour le prochain podcast Chasse Patate, on se retrouve d'ici la fin de semaine, puisqu'on va vous présenter bien évidemment les favoris et le parcours du Tour d'Italie qui arrive ce week-end. En attendant donc le prochain podcast Chasse Patate, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate.